Salut la team, c'est la rentrée et bienvenue sur Je Conseille. Et pour bien démarrer cette rentrée, on part sur les terres du milieu, de la Comté jusqu'à la montagne du destin, en passant par la Moria, la Laurienne et Minas Tirith. Allez, c'est parti! Ce jeu, c'est la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes de l'auteur Ian Brody, plus connu pour sa série de jeux sur Quatermaster. Le jeu a été édité chez Ares en 2022 et localisé par Nuts Publishing en 2023. Dans la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, les peuples libres vont tenter de mener à bien la destruction de l'anneau unique, tout en défendant leurs terres des hordes dévastatrices de Sauron et de ses alliés maléfiques. De son côté, l'ombre va lancer ses armées sur les terres du milieu et corrompre Frodon, en l'accablant de blessures, de fatigue et de chagrin pour la perte de ses compagnons. Dans la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, 2 à 4 joueurs en 2 équipes vont s'affronter. L'ombre contre les peuples libres. Chaque joueur possède son propre paquet de cartes, représentant les forces et les faiblesses des différentes factions impliquées dans la guerre. Ici, les magiciens, le Rohan, les hobbits et les nains. L'autre paquet des peuples libres, avec les elfes et les Dunedains, et l'ombre, toutes les armées et les personnages du Mordor, alliés avec les monstres, l'Isengard et les Suderons. Pendant une manche, vous allez alterner les tours en jouant à tour de rôle des cartes représentant des personnages, des armées, des objets et des événements de la Guerre de l'Anneau. À la fin de chaque manche, les combats entre les cartes opposées sur le même champ de bataille et les routes sont résolus. Et vous gagnerez des points de victoire en remportant des combats sur les lieux actifs de la manche. Le jeu standard, le scénario de la trilogie, peut être joué à 2 ou à 4 joueurs, séparés en 2 équipes. Il englobe le récit complet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, de la Comté à la montagne du destin. Et avant de commencer, chaque joueur pioche 7 cartes, puis en défausse 2, conservant ainsi une main de 5 cartes. Les cartes sont toujours défaussées face cachée, et je vous conseille de les placer sous votre pion anneau, afin de ne pas confondre votre défausse et votre pioche. Et voyons les points importants d'une manche. Pour commencer, le premier joueur qui contrôle les hobbits active un champ de bataille de sa couleur. Donc bleu, il pioche au hasard une carte de son paquet. Il s'agit de Foncombe. Il active ce champ de bataille et résout l'effet de la carte. Le joueur elfe pioche une carte et défausse ensuite une carte de sa main. Le champ de bataille est ensuite placé sur la table. Le joueur elfe pioche donc une carte. Il s'agit d'Arwen. Il va la garder et en défausse une autre à la place. Il va défausser les chemins des morts. Ensuite, il active une route de la manche en cours. Nous sommes à la manche 1. Il y a toujours 3 cartes pour la manche en cours. Il en prend une au hasard. Ce sera cul-de-sac. Le joueur hobbit pioche 2 cartes. On pose également la route. Et le joueur hobbit pioche 2 cartes qu'il rajoute à sa main. On passe ensuite à la phase d'action, où on peut effectuer une action ou passer. Et chaque joueur dans l'ordre du scénario, en commençant par les hobbits, va effectuer son tour jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé successivement. Le joueur de hobbit va commencer par jouer une carte, ce sera Frodon Sacqué. Il peut le placer sur une route de 1 à 9. Il place Frodon sur la route de cul-de-sac. À chaque fois que l'on joue une carte, on doit immédiatement en défausser une autre de sa main, en la plaçant face cachée dans sa défausse. Eh bien, ce sera Gripoil. On déplace le pion ordre de tour, et maintenant, c'est au Mordor à jouer. Comme on peut le voir, il n'a que des symboles du Mordor, alors que Foncombe demande uniquement des cartes de type monstre pour l'ombre, ou elfe et magicien pour les peuples libres. Il ne peut donc jouer aucune carte sur ce champ de bataille. Par contre, il a un Nazgûl, l'ombre de l'Orient, qui peut être joué sur les routes 1 à 3 et 5 à 9. Il a un pouvoir passif s'il avait été joué à double dur, ce qui n'est pas le cas, et quand il est joué, piochez une carte. Il place l'ombre de l'Orient sur la route. Pour le jouer, il doit bien sûr défausser une carte de sa main. Ce sera les trolls du Dune. Et ensuite, il pioche une carte comme indiqué.
C'est aux elfes et Dunedain. Ils ont 5 cartes en main, ils ne peuvent pas passer. En effet, 2 cas possibles pour passer, soit avoir moins de cartes que ses 2 adversaires, ce qui n'est pas le cas puisque 4 cartes ici et 5 dans sa main, ou alors atteindre sa limite de main qui est de 2 au départ. Ces 2 personnages, Albarad et Faramir, ne peuvent pas être joués sur la route 1 actuellement, et comme Foncombe est protégé par 2 boucliers dès le départ, il va jouer Albarad en réserve. La carte est placée sur le côté pour indiquer qu'il ne pourra pas la déplacer dans la même manche. Il doit bien sûr défausser une carte. Ce sera la cape elfique. C'est à Saruman. Il pourra envoyer Nuée de Crébin sur la route, car cette carte peut être jouée sur les routes 1 à 7. Les autres cartes sont jouables sur de futures routes, comme on peut le voir. Et il a un objet qui peut être porté par Saruman. Mais attention, il faut que son porteur soit déjà en jeu. Comme Saruman n'est toujours pas en jeu, il ne peut pas poser cet objet. Il joue donc la Nuée de Crébin. Et bien sûr, il doit défausser une carte pour la jouer. Ce sera le Caradhras. Et c'est à nouveau à Frodon. Il a un événement qui pourrait être joué, mais attention, après avoir appliqué son effet, on élimine la carte, ce qui veut dire que celle-ci n'est jouée qu'une seule fois par partie. L'effet est le suivant: activer une route différente du même numéro que la route active, et ajouter une protection à la nouvelle route. Il décide de plutôt jouer Vif Sorbier, qui est un Hunt, qui va placer dans sa réserve, comme ceci. Et bien sûr, il doit défausser une carte. Ce sera Éomer. C'est à nouveau à Sauron, qui va jouer le Souffle Noir. C'est un objet Nazgûl qu'il peut directement poser sur ce Nazgûl situé sur la route de Cul-de-Sac. Il l'associe donc à l'ombre de l'Orient. Bien sûr, il faut défausser une carte. Ce sera les Orques de Mordor. Aragorn qui contrôle les Dunedain et les Elfes. Il a 3 cartes en main, il est obligé de jouer. Il va jouer Arwen. Quand elle est jouée, piocher une carte. Et tant qu'elle est en réserve, elle rajoutera une protection à Grandpa ou Aragorn. Et elle défausse Faramir. À Saruman, lui aussi a 3 cartes, il est donc obligé de jouer. Il va poser un troll des collines en réserve. Et il défausse une carte, ce sera Ugluk. À nouveau à Frodon, 3 cartes, il est obligé de continuer. Il va jouer la boisson d'Hunt. Il peut poser cet objet sur un Hunt. Et il le pose sur Vif Sorbier. Et il défausse l'événement pour jouer cette carte, bien sûr. Et c'est à Sauron qui peut, au lieu de jouer une carte, faire une action sur une carte en jeu, de sa réserve ou sur un lieu. Il fait donc l'action du souffle noir, comme indiqué. Si cet objet est présent sur une route ou un champ de bataille, ce qui est bien le cas, vous pouvez utiliser votre action et défausser cette carte, son porteur et tous les objets portés, pour ajouter une corruption. Cela permet de immédiatement gagner un point de victoire. Le porteur et l'objet sont donc défaussés, et on prend un point de corruption que l'on place du côté de l'ombre. Chaque pion de corruption valant un point de victoire. C'est Aragorn qui, avec une seule carte, atteint sa limite de main de 2, il passe. Idem pour Saruman, qui passe. C'est à Frodon, avec une seule carte, il va passer. Et c'est à Sauron, qui peut passer car il a 2 cartes en main. Et c'est ce qu'il va faire pour les garder pour la manche suivante. Comme les 4 joueurs ont passé successivement, on passe à la phase de combat. Et sur la phase de combat, ceux-ci sont résolus dans l'ordre décidé par le premier joueur. C'est donc Frodon qui décide de commencer par Foncombe. Pour un combat de champ de bataille, on compare les valeurs d'attaque et de défense. Ici, 2 points de défense contre 0, puisque l'ombre n'a pas joué de carte d'attaque. Foncombe a survécu. 2 points de victoire pour le vainqueur de la bataille, donc des peuples libres. Chaque carte de bataille gagnée est placée sur le côté, visible, pour rappeler les points de victoire. Et ensuite, on fait le combat sur la route. Pas de défense sur Cul-de-Sac. Les Nuées de Crébin attaquent directement Frodon. 1 point d'attaque contre 1 point de protection.
Frodon est donc éliminé. Mais s'il est éliminé, quelle qu'en soit la raison, défaussez-le à la place. Ceci ne s'appliquera pas aux objets portés. Il est donc simplement défaussé. Et oui, on ne tue pas Frodon aussi facilement. En cas d'égalité, ce qui est le cas ici, la carte route est toujours gagnée par les défenseurs, c'est-à-dire les peuples libres. Et un point de victoire. A noter que l'ombre ne gagne jamais les points de victoire des routes, mais gagne la différence en corruption entre l'attaque et la défense. Si l'ombre avait 3 points d'attaque contre 1 point de défense, cela faisait donc une différence de 2, donc 2 points de corruption, qui auraient été rajoutés dans les points de victoire de l'ombre. Ici, cul-de-sac est gagné par les peuples libres, 1 point de victoire supplémentaire. Et maintenant la règle très importante, à la fin d'un combat sur route ou sur les champs de bataille, toutes les cartes en attaque sont toujours éliminées. Ce qui veut dire que sur les routes, toutes les cartes envoyées par l'ombre sont ensuite éliminées du jeu, alors que sur un champ de bataille, cela dépend de la faction qui attaque, soit peuple libre, soit de l'ombre. On fait la phase de vérification de victoire s'il y a 10 points d'écart ou plus entre les deux camps. À noter que l'anneau fait 1 point de victoire, mais seulement à la fin du jeu, et si celui-ci n'a pas été utilisé. En effet, pour une action pendant son tour, on peut l'utiliser une seule fois dans la partie pour piocher 2 cartes. Ce faisant, on le retourne, et bien sûr, on perd le point de victoire de fin de partie. Et on termine la manche par la phase de pioche. Chaque joueur des peuples libres pioche 3 cartes, et chaque joueur de l'ombre pioche 4 cartes. Et on place disponibles toutes les cartes qui étaient en réserve et qui avaient été jouées de la manche. Comme ceci. Et le pion premier joueur est passé au joueur suivant dans l'ordre. Ce sera donc Sauron avec l'ombre. Et on commence une nouvelle manche en activant un champ de bataille. Ce sera la rade. Chaque joueur de l'ombre pioche une carte. Et en piochant une route de la manche correspondante, la manche 2, 3 possibilités, ce sera l'auberge du poney fringant. Chaque joueur de l'ombre pioche 2 cartes. 9 cartes pour Sauron et 8 pour Saruman. Ça risque de faire mal à cette manche. Les joueurs des peuples libres auront tout intérêt à passer au début, puisqu'ils auront moins de cartes que leur adversaire, afin de temporiser et de voir ce qui se passe. Et la manche 2 commence avec Sauron. Nous avons donc vu les règles importantes lors de la première manche, et même si les peuples libres ont 3 points de victoire contre 1, la suite de l'aventure ne va pas être aussi simple. Jouez des cartes en réserve, comme vous avez pu le voir, surtout si vous ne pouvez pas agir sur une route ou un champ de bataille pendant la manche en cours. Ces cartes vous serviront plus tard. De plus, comme je l'ai dit, temporisez en passant si vous avez moins de cartes en main que vos adversaires. Pour les peuples libres, le début de partie est en votre faveur, comme on a pu le voir. Vous devez donc gagner des routes et défendre vos champs de bataille afin de récupérer des points de victoire. En règle générale, ne jouez pas Gandalf le blanc avant Gandalf le gris, car celle-ci serait éliminée, comme indiqué. Quand il est joué, retirez Gandalf le gris de la partie. En effet, vous en aurez sûrement besoin, notamment sur une route, alors que Gandalf le blanc ne peut aller que sur les champs de bataille. Et idem pour Aragorn et Grandpa. Si vous jouez Aragorn, vous devrez éliminer Grandpa. Celui-ci défend très bien sur les routes, alors qu'Aragorn ne peut aller que sur les champs de bataille. Tentez de placer des objets sur les personnages afin de les utiliser au bon moment. Ici, la boisson d'Ent qui a été placée sur Vif-Sorbier et qui pourra être utilisée pour que le joueur Hobbit puisse prendre jusqu'à 2 personnages Hobbit dans sa pile de défausse et les ajoute à sa main. Comme on a pu le voir, Frodon et d'autres cartes ne sont jamais éliminés sur une route. Il faut donc les jouer pour défendre activement une route. Si vous avez de l'avance un point de victoire, il peut être intéressant d'accélérer la partie, notamment avec la carte Smigol, qui permet, pour un point de corruption pour l'ombre, d'activer la route suivante. Cela vous permettra d'arriver plus vite à la fin de la partie. Pour l'ombre, le début est difficile comme on a pu le voir, car vous ne pourrez pas gagner des cartes champ de bataille ou route sur la manche 1, ou très rarement. Il faudra donc se préparer pour les manches suivantes, en posant notamment des cartes en réserve. De même, les champs de bataille de l'adversaire sont souvent bien protégés. Ici, 2 boucliers à Foncombe. Au fil des manches, les effets des routes sont en votre faveur. Profitez-en pour placer des cartes en réserve. Si vous attaquez une route, n'oubliez pas que vous gagnez uniquement des pions de corruption et non les points de victoire de la carte.
Vous ne gagnerez que peu de routes pendant la partie. Il vaut mieux attaquer une route pour avoir le plus de pions de corruption sur celle-ci. Côté configuration, la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, se joue de 2 à 4. Mais j'apprécie tout particulièrement la configuration à 4 pour le côté jeu en équipe et pour son interaction. Des scénarios supplémentaires sont aussi proposés. La communauté de l'anneau, un scénario plus court pour 2 joueurs et se concentrant sur l'action du premier livre. Le duel, également pour 2 joueurs, intégrant une partie complète conçue pour être jouée avec un seul paquet de cartes par joueur. Et enfin le duel pour 3 joueurs, dans lequel un joueur des peuples libres affronte 2 joueurs de l'ombre. Voilà, ce que j'apprécie dans la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, c'est d'abord le thème qui est très bien retranscrit à travers les mécanismes et les éléments du jeu, comme la route, les champs de bataille, les personnages, les événements. J'apprécie également le côté asymétrique entre les 2 camps qui ne se jouent pas de la même façon. D'ailleurs, on sent bien que l'ombre monte en puissance au fil des manches, alors que les peuples libres doivent réagir et s'adapter tout au long de la partie. L'aspect graphique est bien représenté, avec de belles illustrations, tirées en partie du travail de John Howe sur le jeu La Guerre de l'Anneau de 2004. Au final, on a ici un jeu expert, avec des règles assez techniques et quelques points particuliers, mais qui s'expliquent en 30 minutes environ. A noter qu'une extension est déjà prévue pour fin 2023. Elle permettra de jouer les peuples libres en mode coop contre l'ombre contrôlée par un automa. Allez, je vous laisse, car j'ai un anneau à détruire. Ou à récupérer. Et à bientôt sur Je Conseille.